Alors c'est ce qu'on est en train de faire chez les bovins. Vous le savez peut-être, désormais, depuis cette année, la sélection bovine utilise des puces pour savoir, dès la naissance de l'animal, et non pas en attendant de voir si les propriétés se manifestent, s'il a telle ou telle propriété. On en a parlé avec le roquefort, puisque c'est bien ça qu'on va utiliser, et c'est assez extraordinaire de penser à ça. Donc pour les brebis laitières, donc pour les béliers de fait, on va utiliser la sélection génomique pour savoir si l'animal obtenu par un croisement classique, on n'est pas en train de parler d'OGM, puisque je sais qu'en France c'est un sujet extrêmement délicat, on fait un croisement classique et on identifie dès la naissance, on vous montrait des animaux très jeunes, vous l'avez vu sur le film, et au lieu d'attendre 3 ans, c'est ce qui est dit dans le film, pour voir si l'animal a telle ou telle capacité de production laitière, eh bien on le voit dès la naissance en regardant ces gènes, les caractéristiques de ces gènes sur ces puces qui ont pu être mises au point. C'est un champ de progression extraordinaire pour les végétaux comme pour les animaux, parce qu'on va aller beaucoup plus vite. Pour vous donner des ordres de grandeur, je sais qu'il y a des gens dont c'est le métier, donc qui pourraient m'en apprendre beaucoup sur ces questions-là, mais je pense que pour les autres, c'est utile à savoir. Actuellement, pour sélectionner un blé, imaginez qu'il y a une nouvelle maladie, des circonstances climatiques différentes, il nous faut à peu près 15 ans. Ben, c'est long pour réagir à un événement soudain. Avec les travaux génomiques qu'on est en train de faire, on espère se passer à 7 ou 8 ans. Sur les animaux, on vous le disait, on va gagner 3 ans, là, sur les brebis laitières. Sur les bovins, on va gagner encore plus que ça, puisqu'évidemment, c'est beaucoup plus long, les cycles sont beaucoup plus longs. Donc, vous voyez bien que rétrécir le temps quand il s'agit de s'adapter à des conditions incertaines, c'est extrêmement important. Je vais vous donner un autre exemple d'utilisation de la génomique. On n'est pas loin du Lot, peut-être que ça intéresse certains d'entre vous. Il y a eu cette découverte extraordinaire sur le sexe des truffes. Je ne sais pas si vous avez vu cette publication extraordinaire, qui montre que, de fait, le taux de fertilité, le taux d'arrivée des truffes, disons, dépend de caractéristiques qu'ils ont appelées sexuées du milieu des champignons. Et que si on arrive à analyser tout simplement auparavant les inoculums et le milieu, on va pouvoir augmenter le taux de production de truffes. J'espère que ça va vous faire rêver. En tous les cas, c'est, je trouve, une très très belle application extrêmement concrète de l'analyse des génomes. C'est quelque chose d'extrêmement technologique qui amène à quelque chose d'extrêmement concret sur un produit traditionnel et par des méthodes de reproduction totalement classiques. Là aussi, il n'y a pas de manipulation génétique, il y a simplement identification de ce qui se passe et donc choix des inoculums pour que ça marche un peu mieux. Bref, il me semble que dans tout ce domaine de la génétique, j'ai voulu vous donner un petit peu de perspective sur tout ce qui est en train de se passer dans ce domaine de la génétique que je trouve assez fantastique. Un deuxième type d'exemple, je ne sais pas si on peut voir le transparent, alors on n'est pas sur le bon. Voilà, un deuxième type d'exemple, c'est quelque chose qui est presque, enfin pour moi tout aussi fascinant. Pour faire ce métier, il faut être un peu passionné, vous le sentez, mais je crois que j'essaye en tous les cas de vous faire partager un peu ces mondes qui s'ouvrent. Le tube digestif, c'est un ensemble de milliards de bactéries. Et chacun a son tube digestif avec sa composition en bactéries. Et on a beaucoup plus de gènes bactériens que de gènes humains, chacun d'entre nous. Et chacun a son milieu caractéristique. Alors quand on a étudié l'homme jusqu'à maintenant et la santé de l'homme, on a étudié les gènes humains et puis ses interactions avec le milieu. Et désormais, on a de quoi approcher le métagénome du tube digestif. Pourquoi ? On ne pourra pas regarder les bactéries une par une puisque la plupart ne sont pas cultivables. Et vous savez que pour étudier les bactéries, c'est ces petites boîtes où on les cultivait et on voyait ce qu'elles donnaient. Elles ne sont pas cultivables, donc on n'avait pas de moyen de les approcher. Mais avec l'analyse génétique, l'analyse du génome, on va regarder le génome de l'ensemble de ce milieu bactérien. Et on a des images de cet ensemble de milieux bactériens. Et c'est comme ça que dans le tube digestif, pour ceux qui suivent la littérature scientifique, je crois même que ça a été dans la grande presse, on a identifié ce qu'on a appelé des entérotypes. Vous avez votre groupe sanguin, et bien il y a sans doute, ça demande à être exploré sur des échantillons plus gros, mais aussi des types entérotypes, donc des types de composition de type digestif, qui s'attachent à des propriétés
de ce tube digestif, donc de l'interaction entre tout ce que vous ingérez et votre corps. On peut faire la même chose pour le sol. Vous savez que dans 1 gramme de sol, il y a à peu près 1 milliard de bactéries. Et le sol, c'est le transformateur entre les matières organiques et les matières minérales. La fertilité des sols, ça dépend. Ce n'est pas un milieu inerte, le sol, contrairement à ce qu'on croit, c'est un milieu vivant. Et donc, pouvoir approcher ces milieux bactériens du sol, c'est essentiel pour comprendre toutes ces caractéristiques, et notamment la fertilité des sols. Eh bien, on va pouvoir, avec ces méthodes de métagénomique, mieux connaître les milieux bactériens, les caractériser, et non seulement savoir quelle est la physico-chimie du sol, mais savoir quelle est la vie du sol, et faire le lien entre ces métagénomes du sol et les propriétés de fertilité ou d'activité physico-chimique des sols. Je peux vous donner d'autres exemples, parce que la métagénomique, ça va être le rumen des vaches, ça va être les stations d'épuration, ça va être tous ces milieux bactériens compliqués qu'on n'avait jamais pu explorer jusqu'à maintenant. Je peux vous donner un autre exemple, la métabolomique. Je ne voudrais pas trop vous assommer, mais la métabolomique, c'est aussi assez fascinant, et c'est quelqu'un de Toulouse, c'est un laboratoire de Toulouse, à l'INRA, qui a fait une application assez amusante. Ça part de l'idée suivante. Le dopage, vous savez, il y a beaucoup de gens qui, dans des endroits où il y a des sports d'argent, ont intérêt à ne pas être trouvés, et pourtant à donner un peu d'avantage à tel ou tel cycliste ou tel cheval. Bon, il paraît, hein, je ne vous garantis pas, mais c'est l'histoire. Et alors, donc on cherche, finalement c'est terrible, parce que contrôler le dopage, c'est savoir la molécule qu'on cherche. Sinon, c'est extrêmement compliqué d'avoir une molécule donnée qu'on ne connaît pas auparavant. Et donc, il y a un chercheur qui s'est dit, mais au fond, si au lieu de chercher la molécule, parce que il y a beaucoup d'inventions, quand il y a beaucoup d'argent, il y a des gens qui savent toujours aller plus vite que le contrôleur, si on cherchait l'effet que cherche à produire la molécule, on cherche à avoir plus de globules rouges, on cherche à avoir telle ou telle caractéristique. Et donc, à partir de là, on a regardé quelle était l'image du métabolisme, à travers des méthodes de mesure physico-chimiques, au lieu de chercher la molécule. Et quand l'image du métabolisme était une image anormale, à ce moment-là, on se met à chercher très précisément les molécules, le cas échéant, présentes. C'est donc une belle piste pour les laboratoires de toxicologie de Toulouse notamment. Si je continue sur les innovations assez superbes qui sont possibles, là je parle de phénotypage, et je sais que ça intéresse aussi des laboratoires toulousains. Au fond, l'idée, c'est que quand on a un génome, une plante qui a des caractéristiques génétiques données, il faut comprendre comment elle se comporte dans des milieux extrêmement divers. Mais c'est extrêmement lourd de voir comment une plante se comporte, s'il y a un peu plus de gaz carbonique, un peu moins d'eau, un peu plus... Enfin, il y a énormément de paramètres. D'où l'idée de faire ça sur des milliers de... Là, il y a 500 plantes, hein, c'est un robot qui a été créé avec 500 plantes qui sont soumises aux mêmes conditions d'environnement, et on voit lesquelles expriment telle ou telle caractéristique intéressante dans cet environnement. Donc ça permet de beaucoup plus vite screener les caractéristiques génétiques intéressantes dans tel ou tel milieu, et notamment quand on pense à des caractéristiques de milieu qui changent. Je vais un peu accélérer, sinon je pense que je vous fais l'histoire entière des innovations à venir. C'était mon premier point. Il se passe beaucoup de choses dans les outils d'investigation en biologie, en écologie. Je suis sûre que c'est absolument vrai dans tous les domaines scientifiques, mais je ne les connais pas. Donc, je voulais vous parler de ce qui est en train des espèces des pistes extraordinaires que désormais nous pouvons avoir la possibilité d'explorer. Le troisième élément sur lequel je voulais insister, c'est le fait que l'innovation, c'est souvent quelque chose qui se passe en réseau. Donc, au-delà de choses qui se passent dans les laboratoires, on a vu sur tous ces exemples d'innovation que vous nous avez montrés de manière extrêmement passionnante tout à l'heure, qu'il y avait souvent la rencontre de quelqu'un qui soit connaissait le marché, soit connaissait les contraintes professionnelles, enfin, qui avait envie d'agir sur un des paramètres et qui avait envie de trouver quelque chose de différent à partir du point de vue qui était le sien. Et au fond, pour nous, organismes de recherche, il est extrêmement important de considérer que l'innovation, elle ne vient pas seulement de nos laboratoires, mais tel ou tel agriculteur a telle ou telle expérimentation qui montre qu'il s'est passé quelque chose de curieux, tel industriel, et je crois que votre président a une belle expérience de succès dans ce domaine-là, a l'intuition que telle ou telle demande du marché pourrait conduire à des activités économiques extrêmement intéressantes. Bref, comment faire en sorte d'organiser ces rencontres pour que l'innovation marche le mieux possible. Bon, nous, évidemment, on est intéressés quand la recherche a quelque chose à apporter à ce système, sachant que parfois, ce sont des innovations marché sur lesquelles nous n'interviendrons pas du tout.
Alors je voulais vous donner quelques exemples. Là j'ai cité sur le transparent quelques exemples. Quelque chose de très concret. Les mycotoxines, vous savez, ce sont des toxines qui sont générées par des champignons, comme leur nom l'indique, qui attaquent parfois les céréales. Vous êtes sans doute bien placé pour le savoir. C'est un vrai problème. Alors comment faire? Je veux dire, ça intéresse les agriculteurs, ça intéresse les coopératives, ça intéresse les transformateurs, ça intéresse le consommateur. Comment faire en sorte de mieux comprendre cet ensemble d'une filière et de voir sur quel stade il vaut mieux agir pour que ce soit efficace. Donc c'est un travail qui de fait est conduit ici, dans cette région, à Toulouse, en liaison avec d'autres laboratoires, puisque parfois les laboratoires sont dans la même région que la question qui est posée, et parfois, il faut bien dire, les compétences sont ailleurs, et il faut pouvoir aller les chercher. Deuxième type d'exemple, eh bien ce sont des exemples de gestion territoriale collective. L'eau, je pense, dans votre région est un problème réel. On voit bien que l'optimum collectif ne peut pas être trouvé par la somme des optimums, des choix individuels préférés par chacun. Donc il faut arriver à avoir une dynamique collective qui fait qu'on choisit quelque chose qui correspond à quelque chose d'acceptable, disons, pour l'ensemble de la collectivité. Eh bien, il y a des programmes de recherche là-dessus pour voir quelle est la ressource, en fonction de ce qui se passe dans les paysages, en fonction des types d'agriculture, en fonction des systèmes, qu'est-ce qu'il va y avoir sur la qualité et la quantité de l'eau, en fonction des transactions entre les acteurs, en fonction des règles d'utilisation, quel est l'optimum collectif qui peut être recherché. Je vais prendre un troisième exemple et je m'arrêterai là. La modélisation, vous savez, dans nos domaines, c'est extrêmement complexe. Il y a un choix culturel, il y a un milieu, il y a des pratiques, il y a un climat. Il faut arriver à prendre tout ça en compte. Et on n'y arrive pas, on n'y arrive jamais, si on ne cumule pas énormément de choses. Donc, on s'appuie sur de la modélisation et c'est ce qui se passe ici, dans une unité de Toulouse, là aussi. Ça s'appelle la plateforme Record. Donc, beaucoup de besoins de travailler ensemble pour arriver, avec des modalités diverses, à innover, que ce soit des innovations technologiques, des innovations pour un marché, des innovations d'organisation et même parfois des concepts complètement nouveaux quand il s'agit de changer la manière de répondre à une question. Mon transparent d'après, il vous concerne pour beaucoup, puisque j'ai vu que plusieurs d'entre vous étaient là, qui s'intéressaient à cette nouvelle chaîne. Alors on peut partir soit de l'aval, c'est-à-dire des matériaux désirés pour la construction ou pour tel ou tel marché, soit de l'amont. Quoi qu'il arrive, c'est vraiment toute une chaîne qui va du végétal à la valorisation de la biomasse dans différentes filières par des micro-organismes ou d'autres modalités de transformation, le fractionnement pour arriver à séparer les composantes, la fonctionnalisation, pour donner telle ou telle propriété à telle ou telle molécule, et puis tout ce qui est formulation du produit pour avoir une qualité désirée par le marché. Et au fond, ce qui est important dans tout ce qui est en train de se passer, puisque je vous ai mis beaucoup de sigles sur des choses qui sont en train de bouger, TWB, bien sûr, c'est le démonstrateur dont Pierre Monsant est le responsable, Toulouse White Biotechnology. Il a dit qu'il avait appelé comme ça parce que TWA était déjà pris. Alors, en tous les cas, c'est un bel acronyme. Et le projet Syntax, dont on a parlé tout à l'heure, et tous ces regroupements nouveaux qui essayent de faire en sorte qu'on pense ce que j'appellerais cette économie circulaire du carbone renouvelable, donc celui qui est d'origine soit végétale, soit dans les algues, soit déchets. Donc comment penser tout ce système? Je crois qu'on